RMC, la grande gueule du jour. Et c'est un médecin. Bonjour. C'est le docteur Marty qui est avec nous. Bonjour docteur Marty, président de l'Union française pour une médecine libre. Vous êtes auditeur des grandes gueules. Bien sûr. Vous vouliez Qui ne l'est pas. répondre à Johnny Blanc. On va peut-être réécouter quand même Johnny Blanc, parce que tout le monde n'était pas branché sur les grandes gueules ce jour-là. La sortie de notre fromager contre des médecins libéraux jugés finalement assez privilégiés. On écoute. Rappelle-toi quand même que cette pédiatre de la Timone qu'on avait, quand je lui ai dit, est-ce que vous ne pensez pas que nos généralistes sont devenus des enfants gâtés, hein? Elle me dit, pourquoi vous dites ça? Et on avait cité l'exemple de cette femme qui s'installait tout libre dans une commune, qui bossait du mardi matin à 9h au jeudi soir 18h et terminé. Le médecin la réponse de la pédiatre de la Timone, c'était de me dire, chacun a le droit d'organiser sa vie comme il l'entend. Ah oui, je suis d'accord, mais le problème c'est que si même les médecins ont plus que des droits, moi je suis désolé, je connais personne qui a une profession, il peut vivre en bossant que 3 jours par semaine, et puis après, je vais te dire un truc, quand t'es tout libre, t'es 10 ans d'études, c'est l'État qui te les a payés. Alors peut-être que tu as un minimum de retour sur investissement, que tu n'as pas que des droits. J'ai du mal à comprendre comment une infirmière qui fait l'école d'infirmière soit obligée de rendre 5 ans à l'hôpital où elle fait ses cours, et qu'un tout-bib lui pourrait faire ce qu'il veut n'importe où, n'importe comment. Et ça a fait bondir donc ce médecin toulousain, Jérôme Marty. Vous vous êtes fait remarquer en poussant un coup de gueule sur Twitter, sur le réseau social. On s'est dit quand même, ça ne peut pas rester juste sur le réseau social. Il faut venir vous confronter à Johnny Blanc. Docteur, je vous laisse faire. Octogone. Eh bien, je vous ai... Bonjour à tous et merci. D'abord, Johnny Blanc est devenu en quelque sorte le symbole de tous les mépris que subissent les professions de santé. Et quand je dis professions de santé, c'est pas que les médecins, c'est les infirmières, les aides-soignantes, les kinés, etc. Depuis des années et des années. Et c'est pour ça qu'on lui a répondu. C'est pour ça d'ailleurs que le quotidien du médecin m'a demandé de faire une vidéo pour lui répondre. Et il faut savoir qu'on a eu des centaines et des centaines, voire des milliers de messages attendant cette confrontation. À cet instant précis, il faut le savoir, les grandes gueules... faire une ordonnance et une à cet instant précis, il faut le savoir, les grandes gueules sont écoutées par des infirmières, des médecins, des aides-soignantes, etc. Et je les salue. Je salue d'ailleurs les 2 pages de réseau où ils sont les plus nombreux, à savoir la page UFML et le divan. Bonjour les divanais, les divanaises. Et on va donc lui répondre. On a assisté quand même à un virage ou un dérapage plus ou moins incontrôlé. Je dirais pas contrôlé parce que je l'excuserai. Je pense que c'était quand même assez incontrôlé. On va commencer par les études. Cette fameuse légende urbaine qui vise à dire que les études des médecins sont payées par l'État. Enfants gâtés, a-t-il dit. Alors on va lui parler des enfants gâtés, on va lui parler les études. Alors les études. On va lui parler de ces externes, de ces médecins et de ces internes qui reçoivent 220 € par mois quand ils sont externes pendant 3 ans en moyenne, et 1660 € par mois. En moyenne aussi, pour faire 70 à 90 heures par semaine, pour faire tourner les hôpitaux français, parce que imaginez bien que sans internes et sans externes, les hôpitaux français ne peuvent pas tourner, pour faire tourner en particulier les centres hospitaliers généraux en périphérie, où ils vont, alors qu'ils sont fondés de famille, où ils vont souvent à 150 ou 200 km de chez eux, pour les faire tourner, et ils remboursent donc largement la nation, et plus que largement la nation, pendant leurs études, et je vous prie de croire que la nation est largement bénéficiaire, parce que si elle devait payer à l'aune de la fonction des internes et des externes, si elle devait les payer et payer des salariés pour faire le travail qu'ils font, ça lui coûterait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Et en tout cas, ce n'est pas une spécificité, puisque je vous rappelle que les études des architectes, des avocats, des notaires sont payées aussi par l'État, et que je pense que pour les médecins, la nation est bénéficiaire, pour les énarques, franchement, j'en suis pas sûr. Mais alors, pas du tout. Alors tiens, Johnny, sur cette légende urbaine des études payées pour les médecins. Ce que je trouve un peu dommage quand même, c'est qu'on est rendu dans un pays où on n'a pas le droit de penser ce qu'on veut. C'est-à-dire que la petite différence entre vous et moi, vous vous exprimez au nom des médecins en général, moi je m'exprime au nom de Johnny Blanc, ni de ma famille, ni de ma corporation, je parle comme mon nom. Donc j'ai le droit d'émettre un point de vue sur les ondes comme ça me plaît, ça ne vous convient pas, ça c'est autre chose, mais j'ai le droit d'avoir mon opinion. Mais monsieur, quand je vous réponds... Quand vous me dites quand même que dans votre vidéo, vous dites que j'étais insultant envers la corporation, alors je vais vous citer quand même dans votre vidéo, je répondrai volontiers face à face à cette baudruche afin de la dégonfler. Oui. Alors ça c'est vrai que c'est pas insultant. Johnny Blanc coupe, tranche, insulte à tour de bras. Oui. Mais excusez-moi, vous pouvez écouter, il y a une insulte dans ce que j'ai dit. Mais il y a une insulte. Il faut. Mais alors, quand vous vous exprimez, écoutez-moi, quand vous êtes permanent, aujourd'hui, moi je pense que les médecins font partie de ces corporations dont on n'a plus le droit de parler. Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est obligatoire et qu'on en a tous besoin un jour ou l'autre. Si Monsieur Johnny Blanc veut bien me laisser lui répondre, de tout le reste. Si Monsieur Johnny Blanc veut bien lui répondre, je vais l'expliquer pourquoi j'ai réagi comme ça.
Monsieur Johnny Blanc, vous êtes permanent des grandes gueules. Oui. Et quand vous vous exprimez, vous avez une position qui est une position publique, ne vous en déplaise, et donc vous vous exprimez pas au nom de Johnny Blanc. Ah, si. Vous vous exprimez, quand vous vous exprimez, votre position devient publique. Non. Il faut savoir, En son nom. il faut, En son nom. en son nom, Je suis désolé, en son je suis nom. responsable de mes En propos, son c'est nom, pas les nous grandes sommes gueules, d'accord. ni la station qui En va son nom, nous assumer. sommes d'accord, mais avec une position qui devient publique. Or, qu'est-ce qu'il se passe pour les médecins depuis des années? Nous avons une profession qui, des études, quand ils sont étudiants ou seniors, qui est devenue une profession extrêmement fragilisée. Nous avons une profession où les taux de burn-out sont de 50 à 52%. C'est-à-dire qu'un médecin sur deux et un interne sur deux est frappé par au moins un des symptômes du burn-out. Nous avons une profession qui se suicide 2,5 fois plus que le reste des professions. C'est-à-dire que nous rejoignons les taux des agriculteurs, des policiers et des enseignants. Quel est ce pays où les 4 piliers fondateurs de la République, qui sont ceux qui soignent, ceux qui enseignent, ceux qui protègent, D'où vient ce malaise? et ceux qui nourrissent. et ceux qui nourrissent se suicident le plus. Et nous ne disons rien. D'où vient ce malaise? Et nous ne disons rien, et nous les traitons d'enfants gâtés. Docteur C'est en Marty. ce sens. Non mais docteur Marty, d'où vient ce malaise? Mais d'où vient ce malaise? Ce malaise, il s'est installé depuis à peu près 1996 avec monsieur Juppé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a lié, d'une part, les tarifs des professionnels de soins à l'état économique du pays. Et comme vous le savez, nous avons des politiques successifs qui sont tellement performants que la France est en crise endémique depuis 30 ans. Et donc, nous avons bloqué les tarifs des professions de santé, qu'il s'agisse des rémunérations salariales ou des rémunérations libérales. Première chose. Deuxième chose, nous avons fait un millefeuille administratif. Nous avons mis des agences régionales de santé qui partaient d'une belle idée, qui devaient rapprocher le politique du professionnel et qui, en fait, sont allés chercher leurs ordres à Paris et qui ont rajouté des couches administratives. Nous avons fait devenir l'assurance maladie, qui est normalement un organisme privé, à statut privé. Nous l'avons fait devenir relais de l'État. Nous avons fait les directions générales du soin. Nous avons rajouté les temps de non-soin partout. Et parallèlement, donc, les tarifs n'augmentaient pas. Parallèlement, on commençait à avoir des médecins qui déplaquaient. Et parallèlement, nous avions des internes, et on les comprend, qui mettent 10 ans à s'installer. Et on a réduit le numerus clausus, pensant que, voulant casser le thermomètre en disant s'il y a moins de médecins, il y aura moins de dépenses, mais dans une logique tout à fait cynique qui visait à dire parallèlement on va bloquer leurs tarifs, comme ça ils travailleront plus et ils rattraperont nos conneries. C'est-à-dire qu'ils pourront absorber les patients qui, de fait, devenaient en trop avec une demande en soins qui était toujours plus importante avec le vieillissement de la population. Et donc, un exercice qui devenait de plus en plus difficile parce que des médecins qui étaient isolés et qui, globalement, font le job parce qu'ils sont un ciment sociétal et qu'ils tiennent la France à bout de bras et qu'ils évitent que cet effondrement qui ne peut pas ralentir devienne par trop visible. Docteur, pourquoi il n'y a pas un médecin le week-end, un médecin généraliste? Pourquoi c'est si compliqué? Je termine. Pourquoi c'est si compliqué d'aller voir un médecin spécialiste? Il faut prendre rendez-vous 6 mois avant, parfois pour des choses graves qu'on estime graves, et donc on va aux urgences. Et les urgences se retrouvent aujourd'hui au bord du burn-out. Très simplement parce que d'abord, vous discutez en parisien. Et ce qui est évident, c'est que Paris n'est pas la France. Et ce qui se passe l'Île-de-France, c'est 12 ou 14 millions de personnes. Ce qui se passe dans Paris n'est pas ce qui se passe en province. En province, il y a une permanence des soins ambulatoires et les médecins sont présents. À Paris, vous avez SOS médecins et d'autres structures qui prennent en charge. Ce qui est certain, et votre propos est très intéressant, parce que vous savez que pendant des années, on a entendu qu'il y avait un certain héliotropisme, que les médecins étaient là où il faisait beau et qu'ils n'allaient pas dans les régions difficiles. Ça, ce sont des experts en pattes d'éléphant sur une musique des Bee Gees, c'est-à-dire qu'ils sont restés dans les années 80. Aujourd'hui, attendez, mais je vous réponds. Je vous réponds. Je parle pas de Paris, je parle de l'Île-de-France. Je vous réponds. La première région française, là où il y a plus de monde. Écoutez, vous interrogez n'importe quel Francilien, c'est un casse-tête pour avoir un spécialiste. Mais monsieur, je vous réponds, parce que l'Île-de-France, précisément, Paris, est devenu le premier désert médical. Paris a perdu 20% de ses médecins généralistes depuis 20 ans, et elle va perdre 20% de plus dans les 20 ans qui viennent. Pourquoi? Pour ce que je vous ai décrit. Parce que précisément, aujourd'hui, il devient extrêmement difficile d'installer un cabinet dans Paris parce qu'on a laissé faire, on a laissé la pression immobilière faire qu'il devenait très onéreux de faire un cabinet, on a laissé nos campagnes être désertifiées, on a laissé partir nos populations vers la ville, on a laissé quantité d'entreprises artisanales et commerciales se casser la gueule, on a laissé désaménager nos campagnes. Mais il faut s'adapter au monde actuel. On voudrait regretter que les gens vivent dans les villes, mais c'est comme ça. Mais on voudrait que les médecins soient responsables de ce désaménagement. Ils ne le sont pas. Ils ne sont que les conséquences
conséquences et pas les causes. Je vais quand même modérer un peu ce que vous dites. Parce que quelque part, vous dites que ce serait vrai à Paris, mais pas en province. Moi, je suis désolé. Venez chez moi. Je suis dans un village, on est 1000 habitants. C'est pas non plus la ville. Il y a 4 toubibs, d'accord, qui sont ensemble dans un cabinet. Ben, je vous défie d'avoir un rendez-vous, même qui sont 4. D'accord. Ben c'est clair et net. D'abord, les médecins te disent qu'ils veulent pas prendre de nouveaux clients parce qu'ils en ont assez. Mais c'est rendu. Faut pas tomber malade. C'est comme Mais ça. c'est l'évidence. C'est l'évidence. Mais moi, je veux aussi citer un cas quand même cas concret. On est dans les grandes gueules, on parle de cas concrets. J'ai mon petit-fils qui a 4 mois, qui aujourd'hui, enfin, il y a quelques temps, est en détresse respiratoire. J'appelle 10 médecins dans la ville sur Partenay où il habite. 10 médecins pour avoir un rendez-vous. Eh ben, on me dit, ah non, c'est pas possible, nous, le rendez-vous sont complets aujourd'hui. Éventuellement, au mieux, rendez-vous dans 2 ou 3 jours. Ça vous surprend qu'on finisse aux urgences? Vous me ferez croire qu'un toubib pour un gamin qui a 4 mois, il peut pas le passer entre 2 rendez-vous ou le prendre le soir après 19h. Mais non, parce que le soir au cabinet médical après 19h, c'est fermé. Il n'y a plus personne. Mais moi, je suis désolé. Les médecins de campagne qu'on avait quand j'étais gamin, alors je dis pas que leur vie était normale et que c'était normal que ce soit comme ça, parce qu'ils faisaient des amplitudes horaires monstrueuses. Mais entre tout ça et ce qu'il y a aujourd'hui, moi, mon toubib aujourd'hui, il travaille 3 jours et demi par semaine. Voilà. Puis ça lui va bien. Puis il me dit, moi, j'ai pas besoin de plus. Et comme il faut que je bosse jusqu'à 67 ans, ben, j'irai en roue libre jusqu'à la fin. Ben, excusez-moi, c'est pas ce qu'on attend de son Alors, toubib Jérôme aujourd'hui, Marty, réponse, docteur Marty. Mais très simple, vous avez un numéro de permanence des soins. 2, il y a 21 millions de passages aux urgences, d'accord? Retenez bien ce chiffre. Oui. Il y a 28 millions de rendez-vous non honorés par les patients. 28 millions de rendez-vous non honorés par les patients versus 21 millions. Il y a 330 millions de consultations de généralistes par an, 600 millions quand vous rajoutez les spécialistes. Nous voyons 6 fois la population française par an. Je ne pense pas que les médecins glandent. Mais si vous avez un médecin qui travaille, c'est ça qui est formidable, si vous avez un médecin qui travaille 3 jours, quelque chose sans qu'on fasse dire. si vous avez dit que les médecins étaient des glandeurs. J'ai jamais dit ça. Monsieur, quand vous dites j'ai un médecin qui travaille 3 jours et demi par semaine, ça lui va bien? Oui, ça lui va bien. Oui, ça lui va bien. Oui, ça lui va bien. Et il a le droit d'organiser sa vie comme il le veut. Il a le droit. Mais c'est ça qui est formidable. C'est ça le problème, c'est quand même un système qui est financé par notre argent. Mais j'attendais. La médecine en France, elle est financée par l'argent public. Je dis pas que vous êtes fonctionnaire, non, monsieur, mais finalement, sans l'argent public... Vous confondez juste santé publique et service public. C'est pas la même chose. Et donc, vous pouvez pas dire simplement, il a le droit de travailler 3 jours. Ce que j'accepte pas dans votre propos, c'est quand vous dites chacun a le droit d'organiser sa vie comme il veut. Oui. Je vais quand même vous rappeler une petite chose. C'est que nos concitoyens français qui vous font vivre, qui me font vivre en tant que chef d'entreprise, pareil. Eux, la vie, ils n'ont pas le droit de la choisir. Pour les 3 quarts, ils la subissent. Alors il y a un moment, il faut peut-être arrêter de dire que parce que nous on a un peu plus de moyens financiers, mais je peux lui répondre. On aurait le droit. Allez-y, docteur Marty, ensuite la pause et on prend la discussion. Quand j'ai dit droit, j'ai fait exprès, j'attendais votre réponse sur les devoirs. Les devoirs, nous les remplissons plus que tout autre, je vais vous dire pourquoi. Nous sommes la seule profession qui est responsable devant plus de 5 tribunaux. Nous sommes responsables devant au pénal, au civil, au tribunal administratif, au tribunal des assurances sociales, au tribunal déontologique. Vous croyez qu'on ne remplisse pas les droits? Chaque minute de notre exercice, chaque heure est faite de responsabilité, de doute, d'empathie, de compassion et de prise en charge des patients. Enfin, jamais, monsieur Blanc, jamais dans nos exercices, que nous soyons médecins, infirmières, aides-soignantes, jamais nous ne pensons pas à ces responsabilités. Et quand les médecins organisent leur vie comme ils le veulent, en 3 jours et demi, en 4 jours, en 5 jours, ils ont aussi peut-être d'autres problèmes. Ils ne sont pas du petit personnel. Mais tout le monde a des problèmes, monsieur Joly-Blanc. Parce que vous tout le monde a des dans problèmes. Votre vidéo, vous dites que j'ai une méconnaissance totale du monde de la médecine. Mais c'est évident. Mais je vais vous retourner le compliment. Vous avez une méconnaissance totale du monde. Vous avez fait un article en parallèle entre le fromager et le médecin. Hein, vous avez une méconnaissance totale de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, des obligations, j'en ai certainement presque autant que vous. Parce que dans l'administratif, ça n'arrête pas d'augmenter. Mais monsieur, en termes de prévention d'analyses bactériaux, tout ce qu'on veut. Mais je suis directeur de clinique en même temps que médecin. On fait plus que ça. Je suis directeur de clinique. Sachez que je connais tout ça et je compatis largement à ce que vous connaissez. Eh ben voilà, docteur Marty, la discussion continue avec des questions de Marianne Soubré, de Fatima Bounoua. Docteur Marty, c'est notre grande gueule du jour, ce médecin toulousain qui voulait reprendre le camarade Johnny Blanc. Restez avec les GG en direct sur RMC Story. Les GG, c'est sur RMC Story, Fatima Bounoua, Johnny Blanc et Marianne Soubré et le docteur Jérôme Marty. Le docteur Marty, venu de Toulouse, exprès pour les grandes gueules. On l'a fait grande gueule du jour parce qu'il voulait recadrer, remettre les choses au point avec Johnny Blanc qui s'en était pris, avec la faconde qu'on lui connaît, aux médecins. Alors, Marianne Soubré. Oui, moi je voulais déjà revenir sur cette idée complètement
fausse de dire que les études des médecins seraient payées par l'État, parce qu'elles ne sont pas plus payées par l'État que celles des avocats, mais que celles de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a cette chance. Mais attendez, si vous me laissez pas terminer, on a cette chance en France d'avoir des frais de scolarité dans toutes les universités qui sont à peu près plafonnés et qui sont les mêmes dans les facs de sociologie, de médecine, de droit. Tous les étudiants ne sont pas en fac. Il y a des écoles privées qui coûtent très cher. Non, mais attends, oui, mais alors dans ce cas-là, tu ne parles pas uniquement des médecins, tu parles de tous les étudiants de toutes les facs de France. Et déjà, ça c'est la première chose. Il faut remettre un peu les choses à leur place. Ça n'est pas vrai. Les études des médecins, pas plus que les études des avocats, etc., sont payées par l'État. Elles sont payées par l'État. Mais c'est pour tout le monde pareil. C'est pour tous les étudiants. Non, mais alors ça c'est la première chose. Mais je voulais juste, et là, je referme la parenthèse. Ensuite, je pense qu'on oublie aussi beaucoup ce que c'est qu'être une profession libérale, et ça m'étonne de la part de Johnny, parce que Johnny aussi, il est chef d'entreprise. Un libéral, c'est quoi? Un médecin libéral, un avocat, un chef d'entreprise. On n'a rien, nous, derrière. C'est-à-dire qu'on n'a pas le chômage, on n'a pas tout ça. Donc c'est quand même incroyable de venir dire aux médecins qui sont des libéraux comme les autres, vous devriez pas des faire libéraux ça. comme les autres. Mais ils n'ont pas. Non, mais ils sont pas des libéraux comme les autres. Si tu veux être précis, Marianne, un médecin, ce n'est pas un avocat. Le médecin, il fait partie d'un système. Non, le médecin, il fait partie d'un système qui s'appelle la sécurité sociale. C'est pas tout à fait la même chose que l'avocat. Mais si, le médecin, il est comme moi, c'est-à-dire que quand je vais chez le médecin, je ne paye pas directement le médecin, c'est la Sécu qui paye le médecin. Je vais vous répondre. C'est pas la même chose que l'avocat. C'est la même chose. Mais le médecin, il est comme moi, c'est-à-dire que c'est au nombre de patients qu'il est payé. Voilà, tout simplement. Moi, je suis pas remboursé les frais d'avocat. Je vais vous répondre aux deux, si vous le voulez bien. Mais bon, et juste en fait, j'avais une question quand même derrière. Je vous en prie. On a aujourd'hui, et c'est ça, je pense que Johnny regrette le plus, des déserts médicaux. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes aient envie de reprendre justement dans ces endroits où les vieux ne trouvent pas quelqu'un pour reprendre leur clientèle? Alors, 3 questions en quelque sorte, et 3 réflexions. La première, non, c'est pas les études comme les autres. C'est pas les études comme les autres parce que les médecins en formation apprennent non seulement au tableau, en quelque sorte, mais il y a aussi un compagnonnage, ils apprennent au lit du malade. Et, 3e facteur, il y a des problèmes démographiques aussi au sein des hôpitaux, et c'est donc les internes et les externes qui font tourner les hôpitaux. C'est-à-dire que ceux qui vous reçoivent à pas d'heure aux urgences, c'est les internes. Ceux qui vous prennent en soin, c'est les internes. Ceux qui tracent votre dossier médical et qui mettent les éléments dedans, c'est les internes. Vous savez que dans les entreprises, ce sont les stagiaires qui font tourner certains services. Oui, mais sauf que quand il n'y a pas les stagiaires dans les entreprises elles ne ferment pas. Alors que là, quand vous avez une grève des internes, les hôpitaux ne peuvent pas tourner. Toute la différence est là. Et donc, ils remboursent la nation en faisant tourner les hôpitaux pour des salaires extrêmement modiques et des gardes pratiquement gratuits. Il faut savoir qu'ils bossent 90 heures par semaine et que beaucoup d'hôpitaux encore ne respectent même pas les repos compensateurs. Ça veut dire qu'ils travaillent 24-48 heures d'affilée. Avec le risque que ça comporte chez eux, tous les burn-out, etc. Ensuite, sur la Sécu, rapidement, sur la Sécu. Les médecins ne sont pas payés par la Sécu. Le patient fait l'avance des frais et il est remboursé par son assurance sociale auquel il cotise. Les médecins acceptent d'avoir leurs honoraires bloqués parce qu'ils croient au système solidaire. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'avantage. Attendez-vous à ce qu'il y ait un énorme risque, à ce que tout d'un coup ils sortent et se déconventionnent tous. Voilà. Parce qu'ils ont 90 jours de carence aujourd'hui, ça veut dire que s'ils sont malades, ils perçoivent de la Sécu juste au 90e jour. Comme moi. 90e jour comme vous, c'est vrai, comme vous. Sauf que quand ils vont en visite, on leur colle des prunes. On leur fout des amendes quand ils vont en visite, on ne les respecte pas. On leur fout, que je vous en parlais tout à l'heure, un temps de non-soin qui est hyper important. On leur fait un exercice qui est de plus en plus important. Il y a des médecins qui partent et qui ne sont pas remplacés. Ils ne peuvent plus vendre leur patientèle. Ils ont perdu 30% de leurs revenus comme ça, etc., etc. Et donc cette profession est en train de s'effondrer. Et si on n'y prend pas cas, si on n'y prend pas garde... Il faut simplement préciser quand même que ça bouge. Par exemple, on fait sauter le numerus clausus. Par exemple, on revoit le concours de première année. Est-ce que ça va dans le bon sens? Mais ils mettent 10 ans à s'installer. Et il y a 10 ans à 14 ans de formation, ça veut dire que vous n'en recueillerez les fruits que dans 20 à 24 ans. C'est des fausses solutions. Qui plus est, vous aurez 20% de plus de formation, mais on ne sait pas comment on va faire. Parce que structurellement, comment voulez-vous que l'hôpital les prenne en charge? C'est un compagnonnage. Vous ne pouvez pas imaginer que vous ayez 10 étudiants qui rentrent dans une chambre de malade. C'est pas possible. Tout ça, c'est des fariboles. Quand on vous parle aussi, on va vous nous donner des assistants pour nous aider à exercer. Tout ça, c'est des rustines sur un pneu tellement rechappé. Le désert médical, Le désert médical, qui est partout aujourd'hui. Et après, question de Fatima, comment est-ce qu'on pousse les jeunes à s'installer? C'est très simple. Alors, une étude qui vient de sortir est très intéressante. 75% des jeunes sont prêts à s'installer en libéral. 50% sont prêts à s'installer au bout de 3 ans.
Mais dans les faits, aujourd'hui, au bout de 3 ans, vous avez 60% de salariés et vous avez 12% qui s'installent, moins de 9% après 1 an. C'est-à-dire que dans les faits, vous avez l'inverse du souhait. Et pourquoi ils veulent s'installer et pourquoi ils ne s'installent pas? Ils demandent quoi? Ils demandent à ce qu'il y ait un travail pour leur conjoint. Ils s'installent tard avec des enfants, un travail pour leur conjoint. Ouais. Ils demandent à ce que lors des études, on leur apprenne à gérer un cabinet. Ça n'y est pas dans les études. Ils demandent que quand ils s'installent, on les accompagne pour l'installation. Ils demandent à ce que quand ils s'installent, ils trouvent une école pour leurs enfants, ils trouvent des commerces, etc. Ça n'y est pas aujourd'hui parce qu'on a foutu à l'air la data et qu'on n'aménage plus le territoire. Alors, tout ça n'y est pas. On peut y arriver. On peut y arriver. Simplement, il faut rendre attractive notre profession. Pour la rendre attractive, il faut aussi qu'on ait des tarifs qui soient dans la moyenne européenne. Je vous rappelle qu'en Europe, quand même, la moyenne européenne est à 50 €, là où nous sommes à 25 et que nous avons laissé faire. Je laisse parler Fatima parce qu'elle voulait parler, je crois, des infirmières. On va rebondir dessus parce que c'est en lien avec ce que je dis aussi. Oui, alors, moi, ce que je voulais dire, parce que depuis tout à l'heure, je vous entends et je me dis, le problème, c'est que chacun est né dans sa corporation. Alors que les questions que vous évoquez dépassent largement votre corporation et sont beaucoup plus globales et transversales. Vous avez commencé à mettre le doigt dessus lorsque vous avez parlé de l'administratif avec Johnny qui se plaint de tous ces papiers, toutes ces choses, et vous allez dire la même chose pour un jeune médecin qui s'installe. On peut avoir la même chose dans l'éducation nationale où finalement la place de la paperasse prend du temps qu'on pourrait consacrer aux élèves. Donc ça, c'est un truc de fond sur un système. De la même manière, vous parlez d'un système à bout de souffle. On parle de ça, où des gens sont en burn-out. Vous avez fait le parallèle avec la police, avec les infirmières, avec l'éducation nationale, avec les agriculteurs, où ces gens sont des lanceurs d'alerte. Ils disent, c'est un signe de mauvaise santé mentale d'être adapté à un système qui ne va plus. Donc lorsqu'on souffre parce qu'un système ne va plus, c'est finalement un signe de bonne santé mentale, c'est un signe on est encore suffisamment critique pour se dire le système est à bout de souffle et on exploite finalement, c'est ce que vous dites, le système marche encore parce qu'il y a des gens qui sont professionnels, la bonne volonté et on fait tout pour que ça marche. À un moment, il faut dire, on a un problème de fond. Moi ce que j'aimerais, c'est qu'à la place d'être dans une confrontation entre vous deux et puis même Marianne aussi dans ce qu'elle a rajouté, on se dise, parce qu'il y a des infirmières, il y a tout ça derrière. Donc, d'un point de vue structurel, qu'est-ce qu'il faudrait changer où on pourrait être très rapidement. D'abord, on est tous responsables parce qu'on sera tous un jour patients. Oui. Et qu'on a laissé les choses évoluer vers le bas. Nous avons accepté que les infirmières aient des déplacements à 2,50 €. Nous avons accepté que les infirmières, qu'on dit toujours si merveilleuses, etc., soient payées 7 € pour un pansement d'escar. Nous avons accepté que les aides-soignantes, dont le rôle est indispensable au sein de nos hôpitaux, qui luttent contre la dépendance des patients, qui sont les personnes que le patient voit le plus, soient payées au SMIC. Moi, j'ai honte quand je dois payer des aides-soignantes au SMIC, alors qu'elles mettent les mains là où vous n'oseriez pas mettre les yeux. Pourquoi vous ne les payez pas plus? Pourquoi vous ne les payez pas plus? Mais parce qu'on ne peut pas. C'est une tarification, c'est ça? Mais bien sûr, on ne peut pas les payer plus. Pourquoi? Parce que c'est des échelles salariales qu'on ne peut pas dépasser. Non, mais puis elles ont des boulots extrêmement pénibles, il faut le rappeler. Je salue d'ailleurs ma belle-sœur qui s'est cassé le dos comme ça, justement parce que il faut soulever les patients, et c'est extrêmement difficile. Mais bien sûr, nous avons accepté qu'au sein de nos hôpitaux publics, on mette une telle perte de sens par une puissance administrative qui a pris toute capacité décisionnelle aux professionnels de santé, que nous avons 30% de postes vacants de praticiens hospitaliers. 30% de postes vacants et ils sont salariés. Donc le salariat n'est pas la solution. Docteur, quelles sont les solutions? Parce que là, on est sur un constat terrible. Foutons la paix aux médecins. Et ramenons la confiance. Foutons la paix aux médecins. Et déverrouillons la tarification. C'est très facile comment on fait. On fait de la cogestion. On demande aux seuls experts de soins, que sont les médecins et les soignants, de co-gérer le système. On demande aux patients qui subissent le soin de co-gérer le système. Et on met les trois parties, l'administration, les patients et les soignants, à égalité de pouvoir avec un droit d'opposition. Et les dernières réformes, Docteur Marty, les dernières réformes, ce sont des médecins qui les ont faites aussi. Hein. Non. Claude Évin était médecin, Madame Buzyn est médecin. Non, Claude Évin n'est pas médecin. Hein. Non, il est assureur. Non, il n'est pas médecin, mais il n'est même pas assureur. Il n'est pas médecin. Madame Buzyn, il y a du monde médical. Mais Madame Buzyn, elle est ministre de la Santé, elle n'est pas ministre du Soin. La grande erreur, c'est qu'aujourd'hui, c'est Bercy qui prend toutes les décisions. Et qu'aujourd'hui, Madame Buzyn, malgré elle, elle est relais de Bercy. Et que donc tous les éléments qu'elle fait au niveau de la santé sont emprunts des volontés de Bercy. Et c'est pour ça d'argent. Il faut aussi gérer l'argent. Il faut gérer l'argent public aussi. Mais monsieur, la santé est créatrice de richesse. Quand vous mettez 1 € dans la santé, vous créez 1,50 € de richesse, directe ou indirecte, par les entreprises qui vivent de la santé, directement ou indirectement, et par le fait que vous réinjectez dans la société des patients malades qui donc se remettent au travail. Donc vous êtes créateur de richesse. Si vous ne regardez que sur le prisme de la défense, on n'y arrivera pas. Ce qu'il faut surtout, c'est redonner la confiance. Pour redonner la confiance, encore une fois, les médecins
et les soignants, les aides-soignants, tout ce qui fait le soin, doivent être co-gestionnaires à tous les échelons. Mais vous dites les patients, est-ce qu'il ne faut pas tous se responsabiliser aussi par rapport à la médecine, par rapport à notre santé? Droit et devoir, pourquoi c'est en France qu'on consomme le plus de médicaments, de psychotropes? Alors peut-être qu'on est plus malade que les autres. Je vous réponds très simplement, c'est quand même curieux que l'assurance maladie soit la seule assurance qui ne contractualise pas avec ses affiliés. Vous contractualisez, vous, avec l'assurance maladie? Non. Vous contractualisez avec Groupama ou machin? Oui. Par contre, elle ne contractualise pas. Ce qu'on dit, nous, c'est qu'on doit contractualiser avec l'assurance maladie, c'est-à-dire que les patients, comme les médecins, doivent contractualiser avec l'assurance maladie. Et dans ce contrat, il doit y avoir les droits et les devoirs des médecins, les droits et les devoirs des patients et les droits et les devoirs de l'assurance maladie. Et dans les droits et devoirs de l'assurance maladie, il y a aussi le respect de l'indépendance et des valeurs de la médecine. Devoir, alors non, mais pour le contractant, vous mettez quoi comme devoir alors pour le patient? Pour le patient? Mais qui s'engage à ne pas dépasser ou à ne pas. C'est quoi? Qu'est-ce que vous mettez? On lui apprend et on discute sur la consommation des génériques, sur la consommation du soin, sur les congés maladie, sur les urgences relatives ou ressenties, etc., etc. Il y a tout un tas de choses qu'on doit discuter. Non, mais j'aime bien parce que vous voulez déréglementer et puis en même temps là vous voulez faire passer un contrat qui serait un règlement avec des clauses. Là je comprends pas tellement. Non, mais je veux parce que vous dites qu'il faut déverrouiller la profession notamment. Et puis à côté de ça vous voulez faire passer un contrat. Alors c'est paradoxal. Je me le suis mal exprimé. Je veux pas réglementer. Je veux mettre au même niveau de décision, au même niveau de décision, au même niveau de devoir, au même niveau de droit, les trois entités que sont ceux qui font le soin, ceux qui sont le soin et ceux qui subissent le soin. Non, mais vous êtes quand même victime d'une image, les toubibs, en milieu rural notamment, parce que milieu rural, tout le monde se connaît. En ville, le toubib, on ne sait pas où il vit, on ne sait pas ce qu'il fait. Mais chez nous, au milieu rural, dans tous les villages, le toubib, ça a toujours été le mec qui avait de la thune, qui avait la belle maison du village. C'est fini ça. Mais c'est pas encore fini. Les autres chez nous, ils sont comme ça. Les mecs, alors, ça veut dire qu'ils gagnent bien sa vie, quel est le problème? C'est pas une honte. On pourrait retourner la même chose. Est-ce que j'ai dit que c'était un problème? C'est quand même formidable. Je dis pas que c'est un problème, je dis seulement qu'on souffre de cette image-là. Et qu'aujourd'hui, quand les gens qui sont autour de ces gens-là voient un médecin qui dit effectivement 25 €, c'est pas normal, on devrait être à 50 comme dans tous les pays européens, les mecs ils se disent ouais, je pleurerai pour le toubib quand j'aurai le temps. Mais parce qu'il y a une. Vous l'avez. Ça c'est vrai, c'est tout. Imaginez en parallèle de ça, quand je peux pas avoir un rendez-vous, eh ben le mec il se dit il a fallu se battre pour avoir 25 €, c'est vrai. Mais parce que vous confondez tarifs et rémunération. Oui. C'est tout. On ne dit pas de gagner beaucoup plus, on dit que les tarifs sont à la hauteur des responsabilités et du rôle. Les tarifs. Merci docteur Marty. Je peux vous dire que dans le public, juste derrière vous, avec une chemise rouge à carreaux, il y a Olivier qui vient souvent nous voir et qui est étudiant en médecine et qui a jeté une oreille attentive à toute notre discussion. Merci docteur Marty d'être venu de Toulouse, d'être venu vous confronter à Johnny Blanc. Dans un instant, les GG veulent savoir.